Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial de 2 mots sur les dispositifs médicaux. En effet, il ne s'agit pas d'un épisode habituel, mais un extrait d'une interview auquel j'ai eu l'occasion de participer sur le podcast de Mériadec Guignard, Health Tech in Progress, podcast excellentissime que je vous invite à aller découvrir. Il s'agissait plus précisément d'une masterclass de plusieurs heures sur l'accès au marché des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous passer un des extraits de cette très longue interview qui concerne l'accès au marché des thérapies digitales. Donc je le répète, n'hésitez pas à aller découvrir le podcast de Mériadec, Health Tech in Progress, dont vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Allez, c'est parti! Deux mots sur les dispositifs médicaux. Le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Donc là, on vient de parler des modes de financement particuliers pour les dispositifs médicaux innovants. Et maintenant, on va s'intéresser aux spécificités appliquées aux thérapies digitales par rapport un petit peu à tout ce qu'on a abordé dans la masterclass. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des spécificités appliquées aux thérapies digitales ? Alors, il y a des spécificités, oui et non, mais il y a surtout des nouveautés, un certain nombre de guides qui ont été publiés et de recommandations qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé ces derniers temps. Donc ça bouge beaucoup du côté de la Haute Autorité de Santé. Ça a commencé tout d'abord en janvier 2019, où il y a un premier guide relatif aux spécificités méthodologiques d'évaluation clinique des dispositifs médicaux connectés qui est sorti. Et là où je disais que ça bouge, oui et non, justement, ce guide, il disait que il n'y avait pas tellement de spécificité en matière d'évaluation sur les DM connectés, qu'il fallait les considérer comme des DM un peu comme les autres, et que donc on devait faire des études cliniques, en somme, pour ces dispositifs-là. Mais là où c'est un peu paradoxal, c'est que depuis, il y a d'autres choses qui sont sorties. Et en octobre 2020, il y a un guide des dépôts de dossiers pour les DM embarquant un système d'apprentissage automatique qui relève donc de l'intelligence artificielle. Donc ce guide est sorti donc, il y a 1 an tout juste, et là il y a des spécificités qui émergent, en tout cas des éléments importants que la Haute Autorité de Santé veut voir dans un dossier concernant ce type de dispositifs médicaux. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve ? Il y a des spécificités à apporter sur la finalité d'usage du dispositif, les données qui ont servi d'entrée pour l'algorithme, le fonctionnement en fait du système, parce que effectivement la Haute Autorité de Santé veut que l'algorithme soit explicable, soit compréhensible en tout cas, un certain nombre d'éléments sur les caractéristiques fonctionnelles aussi de l'algo, et puis des éléments sur la performance, la qualification du système, sa robustesse, sa résilience aussi. Enfin bref, la Haute Autorité de Santé a dans un premier temps dit qu'il n'y avait pas trop de spécificité, mais là avec ce guide, d'une certaine façon, elle montre que si, il y en a quand même. D'accord, donc finalement, ils se sont adaptés à ces nouvelles spécificités. Et est-ce que tu vois d'autres évolutions peut-être à prévoir ? Oui, alors déjà, pour finir en fait la liste en fait des publications de la Haute Autorité de Santé, il y a aussi une classification fonctionnelle qui est sortie au début de cette année, en février 2021. Cette classification fonctionnelle, elle propose une classification pour les solutions numériques en se fondant sur 2 éléments. La capacité de la solution numérique à prendre en compte les paramètres du patient, enfin de l'usager, de la personne qui utilise la solution, et son caractère autonome, savoir si elle est autonome ou pas. Donc d'une certaine façon, c'est personnalisation versus caractère autonome, c'est les 2 grands critères majeurs. Et puis plus la solution est personnalisable et autonome, plus entre guillemets elle est potentiellement à risque. Et donc ça sous-entend qu'il y aura des évaluations qui seront plus poussées pour ce type de technologie. Donc ça c'est pour donner un peu un état d'esprit de la Haute Autorité de Santé qui est en train de faire des classifications pour les solutions digitales, dans l'optique sûrement de développer des recommandations d'évaluation qui sont adaptées à chacune de ces catégories. Donc ça, c'est
c'est les éléments qu'on peut dire à l'heure actuelle sur quel est l'état d'esprit de la Haute Autorité de Santé. En matière d'évolution à prévoir, là, il y a beaucoup de choses qui se passent puisqu'il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui est donc en train d'être voté, hein, la loi est en train d'être votée, et il y a pas mal de choses qui vont changer, en tout cas il y a un certain nombre de choses qui sont prévues là, qui vont changer. Tout d'abord, on a parlé du programme étape. Ce qui est prévu, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que voilà, ça y est, à la fin du programme, donc d'ici l'été prochain, les solutions de télésurveillance soient prises en charge via le droit commun. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser tes auditeurs, c'est la création d'un dispositif d'accès temporaire et transitoire pour les solutions numériques en santé. Donc c'est libellé comme ça, hein, donc voilà, là je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Alors à quoi ça s'adresse? Ça s'adresse donc aux thérapies numériques, d'accord? Aux solutions numériques présumées innovantes, hein, c'est libellé comme ça, dans le projet de loi, de télésurveillance, hein. Donc ça, c'est précisé, de télésurveillance. Donc, qu'est-ce que ça va permettre en fait ce système? Eh ben, une inscription donc, du dispositif, via une prise en charge donc transitoire, qui sera limitée à 1 an, non renouvelable a priori. Pour le moment, en tout cas, c'est formulé comme ça. Et ce sera une prise en charge qui se fera par l'assurance maladie. Et donc voilà, le titre exact, c'est prise en charge anticipée du numérique en santé. Donc ça, c'est à suivre. Ce sera donc publié par arrêté ministériel, et ce sera soumis en fait à la CNEDIMS pour évaluation, pour savoir si la solution est éligible ou pas. Voilà. D'accord, donc oui, il y a pas mal d'évolutions à prévoir. C'est vrai que c'est un milieu qui est en plein chamboulement, en pleine évolution. Là, on a vu un petit peu les évolutions qu'il y avait à prévoir au niveau national. Une question qui me vient comme ça, c'est quel va être le chemin à suivre si on veut étendre justement le remboursement d'une future thérapie digitale, une thérapie qui rentre un dispositif médical, au niveau européen, au niveau mondial? Est-ce qu'il y a des spécificités aussi déjà, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Alors là, c'est plus une opinion que quelque chose de vraiment fondé sur l'épreuve, mais à l'heure actuelle, il y a quand même, une sorte de guéguerre quand même entre les États pour essayer justement d'avoir, je dirais une réglementation qui soit la plus accueillante possible, pour ces solutions numériques. Alors, pourquoi je dis ça? Par exemple, là, dernièrement, en Angleterre, justement profitant peut-être, du Brexit et du fait que l'Angleterre est peut-être un peu plus libre, voilà, d'avoir les coups des francs, je dirais, pour faire passer des lois et des règlements, ils sont en train de travailler sur, ce qu'ils ont appelé des guidance, hein, donc des recommandations, disons, pour les sociétés qui développent des solutions intégrant de l'intelligence artificielle. Donc j'ai plutôt l'impression que non, il n'y a pas vraiment de règles qui se jouent au niveau international, et que c'est vraiment chaque pays qui essaye d'attirer un peu les entreprises innovantes avec leurs solutions digitales, et donc c'est vraiment quelque chose qui se joue au coup par coup, état par état. Bah, tu penses que tu vois venir la question suivante, comment se positionne la France à ce niveau-là? Parce que j'ai entendu parler, par exemple, qu'en Allemagne, les hôpitaux disposaient d'une plus grande autonomie. Donc qu'en est-il de la France, hein? Alors là, ma réponse, elle va pas concerner exclusivement les thérapies digitales ou les solutions digitales, hein, ça concerne un peu tout type d'EDM. Généralement, l'accès au marché est réputé comme étant difficile en France, hein, parce que les exigences de la Haute Autorité de Santé sont très élevées. Il est écrit clairement, hein, dans le guide en fait, de dépôt en fait des dossiers, que la Haute Autorité de Santé a des principes en matière d'évaluation, et qu'il faut des études qui ont un haut niveau de preuve, si possible des études randomisées, contrôlées. Donc ce sont des types d'études qui ne sont pas faciles à fournir par les industriels. C'est un processus qui est long, il faut le dire aussi. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement des tutelles. Donc quand je dis tutelle, hein, je parle de la Haute Autorité de Santé, même s'il y a un dialogue précoce qui peut avoir lieu. Mais comparé par exemple à ce qui peut se passer en Angleterre avec le NICE, c'est vrai que c'est quand même assez différent. Donc ce qu'il faut voir, c'est que par contre, l'impression que j'ai, mais je suis hospitalier, hein, je suis pas industriel, c'est que, pour développer en fait je dirais
proof of concept, quoi, hein, donc un premier prototype, et cetera, voire commencer une petite production, il y a quand même des aides en France, c'est possible, hein. C'est pas quelque chose de trop difficile à avoir. Par contre, c'est vrai qu'en matière de remboursement et d'accès au marché, j'ai souvent l'écho des industriels que c'est la partie la plus difficile sur laquelle il y a pas beaucoup d'accompagnement. Tu parlais de l'Allemagne, je peux peut-être en dire un mot. Bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne l'Allemagne, effectivement, il y a le système dont tu parles, c'est le NUB, en fait, hein. C'est un système d'accès qui est assez souple, effectivement, qui donne une grande autonomie aux hôpitaux allemands, qui leur permet, d'une certaine façon, d'essayer, des dispositifs médicaux innovants et pour ça, d'avoir un financement, qui leur permet, pendant au moins, 2 ans, de pouvoir tester le dispositif et aussi de pouvoir aussi accumuler des données sur le dispositif. Donc tes collègues allemands, ils sont un petit peu plus libres que toi finalement. Oui, d'une certaine façon, mais alors attention, là où il faut être prudent aussi et pas non plus mettre le système allemand sur un piédestal, c'est que ce système, il se joue, hôpitaux par hôpitaux, lender par lender. Donc c'est très différent de notre concept, je dirais, très français, de très centralisé, enfin très centralisé en tout cas, très, égalitaire dans le sens qu'on trouverait complètement inadmissible qu'on n'ait pas accès à tel dispositif, dans telle région et pas dans tel autre. Enfin voilà, donc c'est un système qui est très différent. Je peux donner un autre exemple en Europe, par exemple en Italie, on a ce genre de disparités régionales qui sont très marquées, où il y a certaines régions qui, peut-être parce qu'elles sont plus riches ou parce que elles ont une opportunité, elles ont référencé, elles utilisent des dispositifs médicaux qui sont innovants, et puis d'autres régions qui sont plus défavorisées, et donc ça peut entraîner une forme de tourisme sanitaire, de tourisme médical au sein même du pays pour pouvoir bénéficier de telle ou telle technologie. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux, épisode un peu original. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des étoiles sur les hébergeurs de podcasts. Encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!